La romancière Jocelyne Saucier est l'une de mes autrices québécoises préférées. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été bouleversée par Il pleuvait des oiseaux, son roman adapté au cinéma. C'est une œuvre touchante sur la dignité des êtres vieillissants. Mais ce que je retiens surtout, c'est sa façon de faire se rejoindre l'intime et l'histoire, à la manière d'une broderie d'exception, patiemment travaillée jusque dans ses moindres détails. C'est grâce à elle que j'ai découvert Jeanne Corbin. Pas en vrai, bien sûr, elle est décédée il y a plus de 80 ans. Mais dans Jeanne sur la route, un autre de ses romans. J'ai rencontré au fil de ma lecture une femme forte, idéaliste et déterminée. Quelqu'un d'engagé dans des combats pour les droits des travailleurs contre des industries qui se donnent tous les pouvoirs. Pendant les années 30, Rouyn-Noranda bouillonne de multiculturalisme. Canadiens français, Ukrainiens, Polonais, Finlandais, anglophones du Canada et des États-Unis. Tous souhaitent travailler et faire vivre leur famille avec un minimum de décence. Mais les salaires sont misérables et les travailleurs tirent le diable par la queue. En Abitibi, les bûcherons de la CIP et les ouvriers de la Noranda Mines partagent une même réalité brutale. Ce sont les patrons qui décident de tout, les salaires, les horaires ainsi que les conditions de travail. Et pour les postes les mieux payés, ceux qui offrent un pouvoir et une stabilité, ils sont systématiquement réservés aux anglophones. Les autres, majoritairement francophones ou immigrants, restent au bas de l'échelle, coincés entre le silence et l'épuisement. Chaque heure passée au travail leur rappelle non seulement les inégalités qu'ils subissent, mais aussi le danger de vouloir les dénoncer. C'est dans ce contexte que me reviennent des phrases souvent entendues quand j'étais enfant qui commençaient par « les maudits communistes ». Petite, je ne comprends pas. Je me dis qu'ils sont vraiment dangereux, ces communistes. C'est sans doute ce qui m'a intriguée au point de choisir un cours de philosophie entièrement consacré à Karl Marx dans mes années de cégep. Et si la phrase « les maudits communistes » exprime plutôt un mélange de peur et d'impuissance? Il faut aussi se rappeler que les travailleurs de cette époque sont influencés par une autre force très présente et profondément ancrée dans le quotidien du peuple québécois, l'Église. Et les curés ne se gênent pas pour répéter du haut de la chair que les communistes vont leur voler leur âme. On peut comprendre la peur qui habite les ouvriers. Derrière le désir sincère d'un avenir meilleur, il y a l'ombre bien réelle des conséquences. Être associé au mouvement communiste, c'est risquer de tout perdre. Son emploi, sa réputation, parfois même sa place dans la communauté. Leur gagne-pain tient à un fil. On ne peut les blâmer de vouloir se protéger et de tenter d'éviter les engrenages d'un système où un simple mot peut tout faire basculer. Et pourtant, une femme pas comme les autres, courageuse et engagée, s'apprête à entrer en scène, prendre la parole et déclencher un mouvement ouvrier porté par un profond désir de justice. Je suis Louise Rousseau et vous écoutez Les Tisserands de l'Histoire, épisode 4. Jeanne Corbin. Jeanne Corbin arrive au Canada à l'âge de 5 ans avec sa famille. Comme beaucoup d'autres familles françaises, au début du 20e siècle, les Corbin ne fuient pas un régime ou une guerre, mais cherchent plutôt un avenir meilleur. Ils s'installent en Alberta, attirés par les promesses de terre et d'opportunités que le jeune pays offre à ceux prêts à y bâtir leur vie. Jeanne grandit dans un décor aride, fait de fermes isolées et de vastes plaines balayées par le vent. Dans cette existence sobre et exigeante, les injustices sociales deviennent vite difficiles à ignorer. Très jeune, elle s'intéresse au mouvement ouvrier, puis aux idées communistes. Elle apprend à penser autrement, à remettre en question ce qu'on lui présente comme inévitable. À 18 ans, elle adhère officiellement au Parti communiste du Canada. Elle comprend que pour changer les choses, il faut s'engager. Elle participe aux activités des jeunes pionniers à la Ligue de la jeunesse communiste et devient rapidement une figure connue dans les cercles militants.
Sa détermination dérange. La Gendarmerie royale du Canada l'affiche comme une dangereuse agitatrice communiste. Dans les années 1920, Jeanne choisit d'exercer le métier d'enseignante, croyant pouvoir transmettre aux jeunes les outils pour comprendre et questionner le monde. Elle enseigne avec passion, cherchant à éveiller l'esprit critique. Mais dans un climat conservateur, ses idées dérangent. Elle parle de justice sociale, d'égalité, de solidarité, des mots et des convictions qui sonnent comme des menaces aux oreilles des autorités scolaires. On la congédie. Jeanne choisit alors de consacrer sa vie au militantisme. Elle devient une organisatrice de terrain et une oratrice redoutée. Elle milite partout où les travailleurs se battent pour leurs droits. Elle sillonne le pays, s'implique dans la Ligue de défense ouvrière, vient en aide aux familles touchées par la pauvreté et la répression, puis soutient les grévistes. Partout, elle cherche à unir, sensibiliser, faire entendre les voix qu'on tente de museler. Jeanne devient une femme qu'on appelle quand ça chauffe. Celle qui ne flanche pas quand il faut du courage et surtout quand il faut parler clair. Décembre 1933. À Rouen, les bûcherons sont à bout de souffle. Ils vivent dans un camp isolé, sans chauffage adéquat, mal nourris et payés au salaire infinimum, comme le dit si bien Richard Desjardins lors de son spectacle au Club Soda. L'hiver est dur dans le nord-ouest québécois. La colère monte. Une grève éclate, portée par la Ligue d'unité ouvrière. Jeanne Corbin arrive en Abitibi pour appuyer les travailleurs. Elle rencontre des hommes fatigués, mais décidés à ne plus se taire. Elle organise des rencontres, distribue des tracts, traduit les revendications dans les 2 langues et fait circuler l'information entre les différents groupes ethniques. Elle prend aussi contact avec les travailleurs de la Noranda Mines, dont les conditions ne sont guère meilleures. Longues heures dans des galeries étroites, salaire bas, favoritisme envers les anglophones. Jeanne les écoute, les encourage à s'organiser, à prendre parole. Elle les guide pour qu'ils n'aient plus à subir en silence. Le 9 décembre, elle prend la parole au Temple ukrainien du travail. Pour ceux qui connaissent Rouyn-Noranda, le temple était situé au 16 rue Tachereau-Est. La salle est pleine. Jeanne parle avec fougue. Elle est en pleine possession de ses moyens alors qu'elle livre un discours appelant à la solidarité devant tous ces travailleurs qui osent rêver à mieux. C'est un moment puissant où l'espoir et la rage trouvent écho dans les regards et les têtes des ouvriers. Jeanne s'est puisée au fond d'elle-même les mots qui encouragent la résistance. Mais la justice n'est pas du côté des travailleurs et encore moins des communistes. Quelques jours plus tard, elle est arrêtée pour incitation à l'émeute et condamnée à 3 mois de prison. Elle devient symbole de courage pour plusieurs. Son passage à Rouen ne dure que quelques semaines, mais il laisse une empreinte profonde. Ce jour-là, une femme a osé faire entendre sa voix là où régnait le silence imposé. Le 9 décembre 1933, les travailleurs n'ont pas obtenu de gains concrets immédiats à la suite du discours de Jeanne Corbin. À moyen et long terme, son engagement n'a pas été vain. Son combat a insufflé aux travailleurs le courage de croire en leur force collective. Par sa voix et son action, elle a semé les graines de l'essor du syndicalisme industriel à la fin des années 30 et inspiré l'adoption de lois plus justes pour les travailleurs et leurs organisations. Animée d'une détermination sans faille, Jeanne Corbin a fait avancer la cause ouvrière et tracé la voie vers une société plus équitable. Malheureusement, les années suivantes de Jeanne sont marquées par la maladie. En 1939, elle commence à ressentir les premiers symptômes de la tuberculose. Malgré sa santé déclinante, elle continue de militer et de s'impliquer. Elle reste proche des luttes qu'elle n'a jamais cessé de supporter. En 1942, elle est hospitalisée au sanatorium Queen Alexandra à London, en Ontario.
Elle s'éteint en mai 1944 à seulement 38 ans, dans le silence, loin des tribunes, des pancartes et des travailleurs qu'elle a défendus sans relâche. Elle est enterrée sous une simple pierre numérotée sans flafla, presque comme si elle n'avait jamais existé pour personne. Plus que 92 ans après le discours au Temple ukrainien du travail et malgré les lois qui les protègent, les droits des travailleurs restent fragiles et les écarts sociaux se creusent encore. L'histoire de Jeanne Corbin nous rappelle l'importance de ceux et celles qui choisissent de se lever, même seuls, pour poser des gestes souvent dérangeants, mais ô combien nécessaires. Après tout, la justice sociale est une étoffe qu'il faut sans cesse recoudre, réparer et renforcer. Pendant longtemps, le nom de Jeanne Corbin est resté absent de la mémoire officielle de Rouyn-Noranda. Mais récemment, la ville a décidé de lui rendre hommage en l'incluant dans sa toponymie. J'en suis fort heureuse car ce geste démontre une reconnaissance de la contribution de Jeanne Corbin pour la défense des droits des travailleurs. Merci d'avoir écouté Les Tisserands de l'Histoire. Je suis Louise Rousseau et je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode. Les Tisserands de l'Histoire, épisode 4, Jeanne Corbin, écrit et réalisé par moi, Louise Rousseau. Si vous avez aimé ce balado, ajoutez-le à vos favoris pour rester informé sur les prochains épisodes. À la prochaine! Mes sources de référence. Dictionnaire biographique du Canada. Ouvrage sur l'histoire du syndicalisme au Canada et au Québec. Archives du Parti communiste du Canada. Article d'André Lévesque. Archives de la Fondation Gabriel Dumont.